Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 29e séance sur GNU Linux pour parler des pare-feux. Ce sera la dernière vidéo avant d'attaquer le prochain et le dernier chapitre de ce cours. On fera là de la programmation de script en bash, mais je vous expliquerai bien sûr tout ça quand on y sera. Là on va s'attarder sur les pare-feux et on va expliquer un petit peu en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'un pare-feu et qu'est-ce que ça peut avoir d'utile. Parce qu'on a pas mal de gens qui sont, je pense, parmi vous déjà renseignés, qui connaissent par exemple le pare-feu sur Windows, sur le système de Microsoft, et peut-être des personnes qui sont un peu moins familières avec ce genre de choses sur une distribution GNU Linux, qui pensent peut-être même qu'avec les technologies actuelles, l'utilisation d'un pare-feu n'est plus utile en 2020, donc au moment où je fais cette vidéo. Donc il y a pas mal de choses à rétablir, vous expliquer à quoi ça sert, ce que c'est, et comme ça on va pouvoir partir d'un bon pied. Déjà un pare-feu, très simplement, pour faire vraiment le plus simple, il faut imaginer que c'est un intermédiaire entre tout ce qui se passe au niveau des communications. Vous allez avoir par exemple votre machine, qui est un réseau à elle seule, qui peut éventuellement être connecté dans un réseau local, d'accord, avec plusieurs ordinateurs, et vous allez avoir pas mal de machines extérieures. Ça peut être tout ce qui est accès à Internet, accès à d'autres serveurs, etc., etc. Plusieurs communications vont se passer via des protocoles. Vous connaissez peut-être SSH, FTP, HTTP pour surfer sur le web, HTTPS, etc. etc. Ces communications, si on les laisse tout simplement transiter telles quelles, on n'a finalement aucune vérification, on n'a rien en fait qui est fait pour filtrer tout ça. Pour vérifier par exemple que en fait telle machine veut se connecter sur la nôtre, est-ce qu'elle peut le faire ou non. Un pare-feu, il va analyser toutes ces communications, toutes ces transmissions, et va éventuellement les filtrer. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir spécifier, par exemple, de dire, moi je veux que rien ne puisse se connecter à ma machine, ou je veux par exemple bloquer tel protocole qui voudrait communiquer directement avec mon réseau, ou l'inverse. On peut également bloquer en sortie, dire, depuis mon ordinateur, je ne veux pas qu'on puisse communiquer des informations depuis tel protocole précis, vers l'extérieur. Ok, voilà comment fonctionne un pare-feu. Il permet véritablement d'analyser et de filtrer éventuellement bien sûr toutes les transmissions qui sont faites de l'intérieur vers l'extérieur et bien sûr de l'extérieur vers l'intérieur. On va différencier deux choses déjà très importantes, ce sont les types de pare-feu. Nous on va parler des pare-feux logiciels. Un pare-feu logiciel, l'avantage c'est que c'est disponible partout, vous voyez, je vous en ai parlé, Windows, GNU Linux, même d'autres systèmes d'exploitation. C'est logiciel puisque c'est simplement un programme qui généralement fait partie intégrante du noyau du système, voire peut être installé à part, on peut installer des pare-feux complètement à part. On va le configurer comme n'importe quel programme pour appliquer des règles. On va dire voilà les règles de filtrage que l'on va appliquer au niveau des différents moyens de transmission et des différents protocoles qui vont être analysés, voire filtrés. Ça a ses avantages, ça a bien sûr ses défauts, parce que comme tout programme, ça peut être contourné, ça peut être désactivé, ça peut être bloqué, etc. etc. Pour des gens, ou en tout cas qui ont des besoins beaucoup plus importants, je pense à des grosses entreprises, etc., on va plutôt avoir tendance à utiliser des pare-feux matériels. Un pare-feu matériel, c'est comme une box, d'accord, qui va être complètement à part de votre système d'exploitation et qui va se charger de faire toute cette analyse, ce filtrage. L'avantage, c'est comme elle n'est pas reliée directement au système et n'est pas directement votre machine. Quand par exemple un pirate veut tenter par exemple d'exploiter ça ou de la désactiver ou de la contourner, c'est déjà beaucoup plus compliqué, puisque c'est des systèmes de sécurité beaucoup plus performants à ce niveau-là, mais c'est aussi très onéreux. Un pare-feu matériel, c'est quelque chose qui coûte assez cher, et on va pas faire ça par exemple quand on est chez soi ou même pour son réseau local familial, bien évidemment, sauf si vous avez les moyens, mais après c'est vous qui voyez à ce niveau-là. Nous on va parler des pare-feux logiciels. Puisque nous sommes sur GNU Linux, on va parler d'un framework qui est directement intégré dans le noyau Linux qui est NetFilter. D'accord, NetFilter, c'est un ensemble d'outils, comme l'indique le terme, de framework justement, qui va intégrer tout un tas de choses, notamment ce pare-feu, et le pare-feu, on va dire historique, ou l'outil qui permet en tout cas de configurer ce pare-feu de manière historique sur GNU Linux, c'est iptables. Problème très important, et ça vous l'avez déjà remarqué, comme pour le réseau sur GNU Linux, comme il y a tout un tas de systèmes de distribution et donc toute une fragmentation finalement entre les systèmes, on n'en retrouve pas forcément les mêmes outils, les mêmes moyens de configuration. iptables, même s'il est historique, vous n'allez pas forcément, surtout de nos jours, le retrouver dans tous les systèmes GNU Linux. On peut avoir des outils beaucoup plus modernes, des surcouches d'iptables, des réécritures même d'iptables, voire des outils complètement différents. Il y a FirewallD, je crois qu'il est sur CentOS, si je dis pas de bêtises. On peut retrouver également NFTables, qui est un autre outil qui est lui une réécriture d'iptables pour faire quelque chose d'un peu plus simple à utiliser. Et on a également d'autres surcouches. On va en voir d'ailleurs une nous ici, par exemple pour Ubuntu qui est UF
UFW. UFW, c'est simplement un outil pour simplifier la gestion de notre pare-feu et c'est ce que je vais vous montrer dans cette séance ici. Alors j'aurais pu vous parler d'IP Tables, vous montrer les commandes. De toute façon, comme c'est très historique, si vraiment vous voulez apprendre à utiliser IP Tables, vous pouvez déjà, rien que dans le manuel, au niveau de l'outil, trouver tout un tas de choses très intéressantes. Et de toute manière, vous ne manquerez pas d'informations. Comme d'habitude, j'avais pas trop le choix, il fallait bien que, alors je vais faire démarrer mon truc, que je vous montre un des outils parmi tant d'autres. Je ne pouvais pas tous les aborder, c'est juste impossible. Donc j'ai fait le choix du FW, qui est tout simplement assez simple à prendre en charge et que vous pouvez de toute façon installer si vous voulez sur n'importe quelle distribution, si vous ne voulez pas utiliser par exemple l'outil déjà présent dessus. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je vous ai cité des noms. On va basculer directement, maintenant que j'ai relancé la session de la machine virtuelle sur notre Linux et on va voir un peu tout ça. Alors je vais quand même vous noter les noms des autres firewalls dont je vous ai parlé, histoire que vous ayez éventuellement les noms pour faire des recherches, vous documenter, etc. Donc je vous dis, c'est NetFilter, ça c'est notre framework, ok. On a l'outil historique qui est IP Tables, c'est comme ça que ça s'écrit, et vous avez des versions autres, Firewall D, d'accord. Donc ça c'est plus quand on fait de l'administration de serveurs, etc. On va souvent le retrouver parce qu'on va utiliser du CentOS qui est réputé pas mal en tout cas orienté pour ce genre d'utilisation. On va avoir NFC Tables, pardon, voilà. À la place de IP c'est NF. Voilà, et nous allons utiliser UFW, d'accord. Très simple, Uncomplicated, je crois, Firewall, il me semble que ça veut dire, si je ne dis pas de bêtises. On va pouvoir se servir de cet outil-là, donc c'est simplement une surcouche. En gros, quand vous allez faire usage de commandes, comme on va le voir avec cet outil-là, ça va tout simplement appliquer à votre place les règles pour IP Tables, d'accord. Donc c'est vraiment une surcouche, ça ne vient pas complètement réécrire IP Tables, c'est une surcouche à ce dernier, mais qui va être très simple à l'usage. Par défaut, alors si vous êtes sur la même distribution que j'ai utilisée pour le cours, et de toute façon dans n'importe quelle distribution Ubuntu, normalement l'outil est installé mais pas forcément activé. Alors le plus simple de toute façon, c'est de faire simplement un sudo UFW, donc on a besoin des droits super utilisateurs bien évidemment, et de faire un status pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ici je vois que l'état est inactif, donc il est installé. Si évidemment il n'est pas installé, vous faites un petit install UFW, d'accord, il n'y a pas de problème bien sûr. Vérifiez éventuellement ce que vous avez sur votre distribution, mais vous pouvez parfaitement suivre cette séance en utilisant cet outil-là. Voilà, en termes de configuration, parce qu'il y a pas mal de choses, je veux vraiment rien oublier, donc je vais être sûr de ne pas oublier quelque chose au niveau de la vidéo, il y a pas mal de choses à dire mine de rien. En termes de configuration, tout va se passer dans un fichier en particulier qui sera dans etc/default/UFW, d'accord, tout va être ici. Donc moi je sais pas si j'avais encore autre chose, normalement j'ai pas grand chose. Voilà. Alors on peut vérifier éventuellement ici, par exemple, que la configuration s'applique pour l'IPv6. C'est toujours pas mal de vérifier ici, éventuellement de le modifier si ce n'est pas yes, de mettre yes là pour que vous ayez votre configuration faite pour l'IPv4 et l'IPv6. Comme ça, ce sera fait pour tout, c'est pas plus mal. Voilà ici. Donc je vous ai dit pour la configuration. Et maintenant, on va voir pour mettre tout ça en place. Alors attention, n'activez pas et ne mettez pas en place votre pare-feu tout de suite, parce que si vous n'avez par exemple que des règles par défaut ou tout débloqué, bah vous n'aurez même plus accès à Internet. Ça risque d'être problématique. Et encore plus problématique si vous êtes connecté sur une machine à distance, via SSH par exemple, parce que bah, le pare-feu va tout simplement vous couper la connexion. Alors normalement, il ne coupe pas les connexions déjà établies, a priori, mais en tout cas, vous ne pourrez plus vous connecter. Donc, ce serait un petit peu dommage après pour essayer de configurer un pare-feu, alors que de toute façon, vous n'avez plus accès à la machine en question. Donc faites attention, on va faire une configuration de base pour notre pare-feu, d'expliquer pourquoi et comment, et ensuite on l'activera. Donc là par exemple mon pare-feu est installé, l'outil UFW est installé sur le système, par contre il n'est pas activé. Alors pour les gens vraiment qui n'aiment pas la ligne de commande, comme c'est très souvent le cas sur GNU Linux, vous avez des outils graphiques. Je crois que c'est GUFW, il y a aussi une version pour KDE, il y a des versions comme ça, voilà, graphiques pour tout un tas d'outils. Généralement, de toute façon, quand vous avez un outil comme ça très utilisé en ligne de commande, il y a des gens qui ont fait des petits programmes avec interface graphique, si vous n'aimez vraiment pas la ligne de commande. Moi, on est là évidemment là, maintenant pour faire des choses un peu plus poussées, donc on fait ça en ligne de commande, et vous n'avez pas de toute façon besoin de tuto pour savoir cliquer sur des boutons sur un logiciel, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va regarder tout ça. Première chose que nous allons faire, alors ça on l'avait déjà vu, donc c'est vrai que je vous avais montré UFW status, on peut éventuellement voir des versions un peu plus, vous voyez si je fais ça, ça ne met pas grand chose, et je peux rajouter une option, un argument verbose pour avoir un peu plus de choses. Bon là il est inactif donc il n'y a pas évidemment rien à montrer, mais on verra par la suite avec verbose, on pourra rajouter d'autres informations si on veut. Première chose, on va tout simplement, alors l'activer, on va pas l'activer tout de suite, mais on va appliquer quelques règles. Quand on a un pare-feu comme ça, on part du principe qu'il est complètement à zéro, d'accord, qu'il n'y a rien de défini.
il faut faire attention, comme je vous ai dit, pour pas bloquer tout simplement les communications, sinon on n'aura plus accès à rien. On ne pourra plus se connecter à Internet, on ne pourra plus accéder au web en tout cas, et on ne pourra même plus entrer en communication avec la machine dont on a configuré un pare-feu qui bloque absolument tout. La règle générale, très important, d'accord, si vous ne savez pas forcément comment ça fonctionne, parce qu'évidemment la configuration d'un pare-feu devra se faire ensuite de manière très spécifique en fonction de ce que vous voulez, de l'environnement que vous avez, en termes de machines, de réseau, etc. Mais pour avoir, on va dire, un usage assez, on va dire, lambda, d'accord, assez général pour tout le monde, on va opérer une règle très importante, c'est par défaut de bloquer les choses. En sécurité, il ne faut pas fonctionner à l'envers, c'est-à-dire de se dire on autorise tout et ensuite on se dit ça j'en veux pas, ça j'interdis, ça j'interdis. Pour des questions de sécurité, on bloque absolument tout par défaut, on interdit tout par défaut et éventuellement on autorise seulement ensuite les systèmes que l'on veut et dont on a besoin. L'avantage, ça évite d'activer, d'autoriser des choses qui ne seront pas utiles dans votre cas bien précis, et ça permet, encore une fois en termes de sécurité, d'éviter de laisser finalement des portes ouvertes dans ce genre de cas. Donc première chose à faire, c'est de se dire, par défaut, toutes les communications entrantes, je les bloque. En gros, j'interdis toute communication qui viendrait vouloir en fait se connecter en fait à ma machine. Je bloque tout ça et j'autorise toute communication sortante. Donc ça comprendra le web, etc. Ça c'est, on va dire, la configuration par défaut si aucune règle n'est appliquée spécifiquement. C'est le comportement qu'opérera en fait le pare-feu par défaut, en disant si t'as pas configuré de règles bien précises, moi je pars du principe que tout ce qui entre, je le bloque, j'interdis, tout ce qui sort, eh bien je l'autorise. On peut faire ce genre de choses là. On y va, on va faire, donc c'est toujours pareil, UFW, on va utiliser ensuite certains petits termes qui vous allez voir si vous avez déjà utilisé parmi vous iptables, vous allez trouver les commandes beaucoup plus simples à utiliser que iptables, beaucoup plus facile à retenir aussi, donc ça va pas mal vous changer la vie à ce niveau là. Très simple, comme on veut appliquer une règle par défaut, on utilise le terme default, et je veux dire interdire tout ce qui vient, donc c'est deny incoming, ok. Je fais ça. Alors, deny, ok, la stratégie par défaut pour le sens incoming a été remplacée par deny. Vous voyez, en plus tout est en français, franchement, il n'y a pas d'excuse pour configurer ça n'importe comment. Ensuite, on va autoriser par défaut tout ce qui sort. Donc, hello, et là, c'est outgoing. Voilà. Donc là, on a vraiment la base des bases. On peut là parfaitement communiquer vers l'extérieur, par contre, rien ne peut communiquer, donc entrer, d'accord. Il peut y avoir aucune communication ou transmission entrante au niveau ici de notre machine. Donc ça, c'est important. Première chose à faire. Maintenant, on va quand même spécifier des choses un peu plus claires. A priori, sauf peut-être exception très rarissime, par exemple vous voulez bloquer l'accès à internet sur une machine, on peut très bien faire ça, par exemple il y a des écoles qui peuvent faire ça, il y a des ou autres qui disent on veut donner un accès à un ordinateur à nos élèves mais on veut pas qu'ils puissent aller sur internet. Vous voyez, on pourrait tout à fait dans un pare-feu, ce serait logique de bloquer par exemple un accès à internet. Mais nous on est quand même dans un usage, on va dire encore une fois assez général, donc je pars du principe que vous voulez accéder à internet, donc ce sont les protocoles HTTP et HTTPS pour ce qui est communication chiffrée, donc on va activer ces deux là. Le schéma est assez simple aussi, et on retrouve un petit peu le même schéma que ce que je vous ai montré. On refait notre petite commande, UFW, et ici on n'a pas de default puisqu'on n'applique pas une règle par défaut, d'accord, générique, mais une règle bien spécifique, qui est de choisir un petit peu le protocole à autoriser. Donc moi je veux autoriser le protocole HTTP. HTTP, vous pouvez le marquer comme ceci, et normalement, comme c'est des protocoles là pour le coup bien reconnus, vous pouvez directement vous en servir de cette manière là. Sinon, si vous voulez être sûr d'appliquer sur le bon protocole, vous pouvez utiliser son numéro de port, d'accord. Donc pour HTTP c'est le 80. Alors en fonction du système, on peut retrouver par exemple tout ça enregistré ici, d'accord. On peut retrouver les différents protocoles dans /etc/services et comme ça vous avez les numéros. Donc c'est en fait par rapport à ça que va se baser sur le pare-feu. Donc logiquement, si on va au numéro 80 de port, donc vous voyez il y en a pas mal, voilà, ici, vous voyez que ça correspond là. Donc pourquoi? C'est simplement pour être sûr en fait d'avoir la bonne correspondance. Dans ce fichier, comme vous voyez que tout est plutôt bien renseigné, normalement en mettant juste le terme ici, en toutes lettres, il n'y a pas de problème, il va parfaitement l'associer à ça. Par contre, si vous voulez vraiment précisément indiquer le port, pour dire tiens le port 80, vous le ferez, c'est lui qui fera l'association aussi de l'autre côté. Donc à vous de voir, vous pouvez noter les deux. Vous pouvez noter soit en toutes lettres, soit le numéro de port. Donc c'est vraiment au choix. Je fais ça, donc c'est hello. HTTP, ok, je fais ça. Là, j'autorise, donc vous voyez que les règles sont mises à jour, donc ça c'est pour l'IPv4 par défaut, et l'IPv6, puisqu'on a vérifié qu'en configuration, la configuration se faisait également pour l'IPv6. On autorise, en sortie, bien sûr, tout ce qui est accès à HTTP, donc accès tout simplement ici à Internet au web. On va faire la même chose pour HTTPS.
Voilà, parce qu'il y a certains maintenant sites, vous savez, en HTTPS, hein, vous en avez très certainement remarqué de plus en plus, quasiment tous maintenant. Donc il faut autoriser parfaitement ça. Voilà. Donc là, je rappelle, ce qu'on a dit, c'est on autorise la communication vers HTTP, vers HTTPS. Sinon, on autorise de toute façon toutes les communications en sortie. Donc là, c'est vrai que pour le coup, c'est quand même assez permissif. Et en entrée, on a toujours toutes les connexions. Alors, je dis pas, il faut faire attention aussi, tout ce qui est, comment dire, connexion entrante. Là, par contre, dans ce type de syntaxe, quand vous mettez cette syntaxe par défaut, c'est par rapport à tout ce qui est entrant. C'est-à-dire qu'on va accepter, on va de recevoir finalement l'accès, par exemple, donc une page. Imaginez, vous demandez une page internet, c'est le serveur qui va répondre et qui va vous l'envoyer. Donc c'est une communication entrante, il faut bien comprendre ça. Donc quand vous écrivez ça, en fait, comme ceci, HTTP, c'est comme mettre tout simplement in, d'accord? C'est par défaut. Parce que très généralement, on va surtout intervenir sur tout ce qui est communication entrante. Donc par défaut, si on ne précise rien, l'outil sait parfaitement que vous voulez parler de communication entrante. Si vous voulez faire pour de la communication exclusivement sortante, on mettra spécifiquement out, d'accord? Donc là, on est dans du in, d'accord? C'est tout ce qui arrive en fait par rapport à HTTP, HTTPS. Parce qu'on veut pouvoir desservir en fait, que ça nous desserve des pages via les protocoles HTTP, HTTPS. Donc attention, vous allez certes au niveau de votre navigateur accéder à une page, on pourrait imaginer une sortie, effectivement c'est ça, on va interroger en fait un serveur avec notre navigateur, mais ça pour le moment on passe pas par grand chose, on envoie une requête et c'est après la requête qui nous est retransmise, d'accord? Donc il y a de la communication qui est faite à cette manière-là. Donc je rappelle qu'en sortie de toute façon on a tout autorisé, d'accord? On a autorisé absolument tout en sortie, donc il n'y a pas de problème. Et là on précise quand même manuellement, spécifiquement, qu'on autorise en entrée, d'accord, HTTP, HTTPS. Si vous voulez pouvoir accéder à cette machine à distance, d'accord, vous y connectez notamment via SSH, hein, je rappelle que j'ai fait même un petit tuto d'aide sur la chaîne si vous voulez, hein, il y a la playlist aide et vous avez connexion à distance SSH, on peut l'autoriser aussi. Donc on va faire pareil, sudo ufw hello SSH, c'est le port 22, hein, donc ça c'est port 80, ça c'est le port 443 et ça pour info c'est le port 22. On fait ça et là voilà, on pourra se connecter parfaitement ici. Ok, alors normalement de toute façon, si je fais ça, comme je l'ai toujours pas activé, voilà, toujours inactif, on le verra après, parce qu'on va être sûr là-dessus. Donc première chose, encore une fois, on a autorisé toute la communication sortante, donc les règles, tout ce qui est sortant, on a bloqué, donc interdit tout ce qui est entrant, et ensuite on a autorisé en entrant tout ce qui est HTTP, HTTPS et SSH. 3 protocoles de communication sont autorisés en entrée, en input, si vous préférez. Voilà, ça c'est la règle finalement de base. À partir de là, vous pouvez activer votre pare-feu, il n'y aura pas de problème, vous aurez toujours accès éventuellement à distance et vous aurez accès à Internet bien sûr avec la configuration de votre pare-feu. On y va, QFW, Enable et on active. Le pare-feu est actif, lancé. Et là on peut faire, comme j'ai fait tout à l'heure, non pas sous fou, mais sudo QFW status, d'accord, et voilà les informations. On a comme ça tout ce qui est indiqué. De anywhere vers, etc. Il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà, ça tout communique, on voit un petit peu tout ce qui est indiqué, tout ce qui n'est pas. Ça c'est du IPv4, d'accord? Ça c'est l'IPv6. C'est indiqué avec les valeurs ici entre parenthèses. Très simple. Donc on a 3 choses, d'accord? Ça passe par TCP, hein, ce qu'on peut éventuellement, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas indiqué, mais on pourrait parfaitement aussi, quand on fait un hello, faire ceci, d'accord? Et puis indiquer ici par exemple précisément par quoi on passe. Hein. On peut le faire, mais voilà, c'est des choses un peu plus, on va dire, avancées qu'en configuration. Je pense pas que vous n'en aurez besoin ici pour un usage, on va dire, standard. Moi, je vous montre ce qui me semble vraiment le plus essentiel. Après, bien sûr, en termes de configuration de pare-feu, si vous êtes sur un réseau local, mais vous avez voilà, un LAN ou accès à un WAN et que vous avez l'Internet, que vous avez une zone, comme on dit, démilitarisée, une zone DMZ, etc., il y aura des configurations évidemment un peu plus, on va dire, complexes à faire. Mais cet outil vous permettra quand même de le faire de manière très simpliste. Au niveau de la syntaxe des commandes, c'est quand même très simple à mettre en place. Voilà pour l'usage de base. Alors oui, je n'ai pas montré aussi qu'on pouvait faire. Donc on le voit, voilà, c'est un peu plus, vous voyez, parlant. Vous voyez, ça vous indique que par défaut, tout ce qui entre est interdit, tout ce qui sort est autorisé. Pour tout ce qui est la redirection, on n'en a pas parlé parce que c'est pareil, ça ne nous intéresse pas. Ici, on voit que c'est complètement désactivé. Voilà, on a une journalisation qui est faite en low, donc ça c'est le niveau de journalisation pour pas que ce soit non plus trop conséquent. Donc ça on peut le régler, je vais assez vite là-dessus, en faisant simplement comme ça. UFW, logging, ça c'est pour le désactiver, ça c'est pour l'activer. Vous pouvez éventuellement choisir le niveau, d'accord, de log si vous voulez, par rapport à ça, parce que vous pourrez très bien appliquer des règles de log en fait en fonction de ce qui est fait.
Donc ça, bon bah la journalisation, voilà, ça intéressera certains, d'autres non. C'est plus intéressant quand on fait encore une fois de l'administration de serveurs ou autre. On a besoin de savoir un petit peu tout ce qui a communiqué pour avoir des enregistrements, hein, des journaux en fait de tout ce qui s'est passé un petit peu au niveau de l'activité, pour surveiller un petit peu les communications entrantes, sortantes, etc. Donc ça peut être pas mal et le système gère tout ça parce que vous avez le système de journalisation de l'OS. Donc on a tout ce qui est intégré ici. Voilà, on a abordé ça. Qu'est-ce que je peux montrer? Oui, éventuellement, c'est pas mal de le voir maintenant. Si jamais vous avez fait une bêtise, vous voulez repartir sur un système de départ, en gros effacer tout ce que vous avez mis comme règle, vous faites un petit UFW, reset, et si même vous voulez éviter la confirmation, vous mettez un petit force. D'accord? Si je fais ça, il va me dire, voilà, est-ce que tu veux exécuter l'opération, etc. D'accord? Ça peut être pas mal. Donc on verra par rapport à ça. On a également, pour le statut numbered, qui permet d'afficher des numéros de règles. Vous verrez que ça va servir notamment quand on va vouloir identifier, par exemple, pour la suppression d'une règle. Vous voyez qu'elles sont numérotées dans cet ordre-là, d'accord? La première ici étant numéro 1, et on pourra éventuellement supprimer une règle en faisant UFW delete, et là vous mettez le numéro. Par exemple, je veux supprimer cette règle-là pour l'IPv6, bah, je ferai ça, d'accord? Voilà, très pratique. Donc avec l'argument numbered, quand vous faites ainsi un affichage en fait de l'état de votre pare-feu, vous pouvez supprimer comme ça, éventuellement. On peut aussi faire insert, hein. On peut parfaitement dire par exemple à la ligne de 4, j'ajoute par exemple l'eau, je sais pas quoi, une autre règle, FTP, ou je sais pas, d'accord? On peut parfaitement faire ce genre de choses là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur cet outil? Parce que vous voyez, il n'y a pas grand chose quand même à savoir pour avoir un usage assez standard. Il n'y a pas non plus 15 millions de règles à connaître, mais c'est bien de savoir en tout cas comment ça fonctionne et de l'utiliser. N'hésitez pas à vous configurer quand même un pare-feu par défaut, parce que vous voyez qu'il n'est pas activé par défaut sur votre distribution. Ça permettra quand même d'éviter d'avoir tout connecté n'importe comment et de bloquer surtout, je vous dis, les communications entrantes. Si quelqu'un cherche à se connecter à votre machine, bah, si vous avez tout bloqué à part, encore une fois, HTTP, HTTPS et SSH, il pourra déjà faire beaucoup moins de choses. Donc c'est pas mal, surtout pour bloquer notamment les protocoles qui sont assez obsolètes ou pas sécurisés, hein. Je pense à Telnet, FTP, etc. Quand on peut l'éviter, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut éventuellement... on peut voir d'autres syntaxes. Après là c'est pareil, c'est des cas quand même très spécifiques. Mais admettons, on peut très bien dire par exemple, j'autorise... Alors je mets un exemple ici, je ne vais pas les exécuter parce que je ne veux pas les appliquer à mon pare-feu. Mais dire par exemple, j'autorise donc en entrée HTTP depuis une adresse IP en particulier. Et là vous mettez une adresse IP, hein, d'accord, en fonction ici, d'accord. On peut faire un hello, si on veut faire l'inverse c'est deny, hein, le terme ici, d'accord, n'oubliez pas à ce niveau-là. Comme ça on peut contrôler un petit peu tout ça. On peut le faire également depuis un port. Par exemple, on a vu, bah tiens, on utilise par exemple vous savez, il y a un cours SQL, il y a peut-être des gens parmi vous qui utilisent du MySQL. D'accord, donc ça peut être pas mal par exemple d'avoir ce genre de commande là. Eh bien on peut parfaitement se dire, bah tiens, on va autoriser par exemple l'usage en local, d'accord, en localhost, directement de ça. Mais je vais vous montrer un petit peu après, parce qu'il y a pas mal d'autres commandes que je peux vous montrer ici. Donc on a pour l'IP, on peut préciser un numéro une plage, si vous voulez, de port. D'accord, donc on peut faire par exemple sudo UFW. On peut autoriser par exemple ici. Là vous mettez un port d'entrée, alors je sais pas, je mets vraiment n'importe quoi, genre depuis le port 5200 au port 5500. Voilà, d'accord, et puis on autorise par exemple quelque chose. Donc là vous mettez je sais pas, un protocole, n'importe quoi. Franchement, je sais pas. On peut autoriser par exemple ce genre de choses là pour avoir une plage d'adresse IP. Et après, ce qu'on peut faire aussi, ce que j'avais montré tout à l'heure, notamment au niveau de l'adresse IP. Donc là, en gros, vous mettez votre... Alors, je vais mettre comme ça pour... voilà, pour montrer qu'en fait, si vous remplacez un par une adresse IP, bien sûr. Et là, to any port. Et là, vous mettez un numéro de port. Donc, je sais pas, n'importe quoi... 443, d'accord, pour dire par exemple qu'on autorise en fait, alors il faudrait autoriser quelque chose. Voilà, ça dirait par exemple t'autorise en entrée HTTPS depuis cette adresse IP, d'accord, uniquement, et pour le port 443 uniquement. Donc ça peut par exemple pour limiter, pour spécifier des ports bien précis dans votre configuration. Donc là je pense que de toute façon ça ne vous concernera pas beaucoup pour beaucoup d'entre vous, mais c'est une commande en tout cas qui est possible d'utiliser. Bien sûr, dans les IP, on peut également préciser des sous-réseaux. Hein. Vous mettez un petit slash, hein, vous savez le faire. Hein. Vous mettez une IP, vous mettez vous avez votre adresse IP, et puis vous mettez un slash et puis votre sous-réseau. Vous pouvez parfaitement configurer ça. C'est pris en charge également avec l'outil, donc c'est pas mal pratique.
Donc n'hésitez pas bien sûr à vous en servir. On peut parler également, ça c'est important, parce qu'on en a quand même pas mal parlé avec le réseau, les interfaces. Rappelez quand on faisait par exemple ça, on avait ici nos interfaces. D'accord, ici c'est des interfaces pour le réseau local, localhost, quand on fait par exemple du web en local, vous l'utilisez généralement beaucoup. Et après on a la connexion directement, on peut avoir du Wi-Fi, on peut avoir la connexion en Ethernet, etc. Donc on peut parfaitement configurer ça aussi. Par exemple, si vous faites du MySQL, je prends cet exemple-là, ce qui est quand même assez parlant, vous pouvez configurer cet outil-là aussi. C'est pas mal pratique. On peut faire UFW, hello. Alors là, c'est in, on, il y a deux mots. Ici, vous mettez le nom de l'interface. Donc moi, vous avez vu que c'était low. De toute façon, vous, ce ne sera pas rien. C'est pour loopback. Donc généralement, c'est ce terme-là. Surtout avec les évolutions qu'avec les outils d'administration et de configuration réseau. Et ensuite, to any port. Et là, vous précisez le port. Alors, normalement, je crois que MySQL, par défaut, en tout cas, c'est genre 3306, je crois, le port par défaut pour MySQL. Comme ça, vous dites voilà que localhost, il peut parfaitement utiliser ça. D'accord ? Comme port. Donc, vous pouvez vraiment tout configurer bien précisément. Encore une fois, par défaut, surtout pour ce qui est entrant, prenez l'habitude de tout bloquer. Et de toute façon, quand vous allez utiliser certaines applications, si elles se mettent à plus fonctionner ou certaines pas fonctionner, vous saurez automatiquement le port qu'il faut autoriser. Comme ça, vous voyez, vous autorisez seulement ce dont vous avez besoin. Et pas, on autorise tout par défaut, parce que c'est évidemment pas du tout sécurisé. Donc prenez toujours l'habitude, en sécurité informatique, on bloque par défaut, et ensuite on autorise au cas par cas ce dont on a besoin, pour être sûr et pour en tout cas contrôler au maximum ce qu'on autorise comme communication, surtout ce qui est communication entrante, bien évidemment. Alors, le filtrage des communications sortantes, ça peut être utile. Imaginez par exemple une entreprise où il y a tout un tas d'ordinateurs branchés ensemble, on n'a peut-être pas envie par exemple que des données fuitent par un des employés. Donc on peut parfaitement dire via tel protocole, ou simplement parce que le protocole en question n'est pas sécurisé, on n'a pas envie qu'un de nos employés envoie des données via ce protocole pas sécurisé. Donc on peut parfaitement bloquer en sortie ce genre d'infos. Et là on ferait quelque chose du genre, je sais pas moi, UFW, deny, route, FTP. D'accord? Comme ça on a interdit en fait en sortie l'utilisation de FTP. On peut faire ce genre de choses. Voilà. On peut parfaitement utiliser ce genre de syntaxe, ça fonctionne très bien. Et il y a pas mal d'autres, encore une fois, pas mal d'autres types de syntaxe qu'on peut retrouver bien sûr par rapport à ça. Alors j'essaie de résumer ce dont on a parlé. On a vu pour la configuration, on a vu pour comment regarder l'état du pare-feu, c'est très important. On peut aussi, c'est vrai que je ne voulais pas forcément montrer rapidement, mais c'est dans l'usage. Je vous ai montré par exemple comment l'activer. Si vous voulez désactiver, bien sûr, c'est l'inverse, c'est disable. On peut également le redémarrer avec un reload. Et on a vu tout à l'heure reset, d'accord, pour remettre en fait à zéro complètement. Ça repartira en fait d'une configuration complètement vide. Donc il faudra tout refaire, configuration par défaut, etc., etc., pour avoir quelque chose bien sûr d'utile. Parce que s'il n'y a aucune règle d'indiquer sur votre pare-feu, c'est comme si vous n'aviez pas de pare-feu, ça paraît logique. On a vu pour la journalisation, je vous en ai parlé très rapidement parce qu'encore une fois c'est quand même un cas très spécifique, donc on va pas non plus trop voir à ce niveau-là. Et voilà, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Ah oui, je vous ai pas dit par contre très important, ça c'est parce qu'on le voit beaucoup moins par rapport à IP tables et les différents termes. C'est-à-dire que ça c'est pas mal de le parler. Le hello, pour ceux qui font du IP tables, c'est souvent ce qu'on retrouve avec le terme accept, d'accord? Ça veut dire tout simplement qu'on accepte la communication, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand on va retrouver un deny, on va parler ici de drop. Ça veut dire qu'on va tout simplement en fait, on va bloquer, d'accord, la communication, mais on va pas forcément indiquer à la machine qui cherche à communiquer, par exemple, un message d'erreur. Ça veut dire que la personne qui va essayer par exemple d'entrer en communication, si derrière le pare-feu lui envoie un deny entre guillemets, eh bien elle n'aura pas de message d'erreur pour lui dire ah t'as tenté de te connecter à la machine et tu as pas pu parce que c'est bloqué. Il pensera simplement que la machine n'existe pas puisque rien ne sera envoyé. Si on veut envoyer un message d'erreur, c'est-à-dire qu'on bloque mais on envoie un message d'erreur en retour, on utilise généralement le reject. D'accord, donc là reject, ça va bloqué, d'accord, c'est comme un drop, mais on va envoyer un message d'erreur. Donc là, la personne de l'autre côté saura que la machine existe, puisqu'on lui aura envoyé un message d'erreur. Donc vous voyez la distinction. Donc généralement, quand on veut bloquer par défaut toutes les choses de l'extérieur, on va certainement pas envoyer des messages d'erreur pour quelque part donner un indice que la machine que tu as essayé, avec laquelle tu as essayé de communiquer, en fait elle existe. Non, on drop tout simplement, donc on deny, et impossible finalement de savoir avec certitude que l'adresse en question, la machine à laquelle on tente de communiquer, existe ou non, puisqu'il se passe rien en fait. Voilà, on verra absolument rien, il y aura, au niveau comportement, il n'y aura pas de message d'erreur, pas de message de retour ou ce genre de choses. Donc ça c'est très important quand même de savoir cette distinction, parce qu'on la voit comme vous voyez beaucoup moins avec ce genre d'outils, mais c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait de la configuration équipée tables, et que vous avez dû vous arracher les cheveux avec ça, je pense que c'est des choses maintenant que vous êtes, c'est bien clair, accept, drop, reject, etc.
on connaît pas mal, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous ai montré, ah oui, pour le delete, je vous ai montré comment faire. Mais c'est vrai que delete, on peut aussi, par exemple, parler de règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire, évidemment, je veux toujours marquer avec un F, de faire ceci, avec le numéro, par exemple, de la ligne, hein, vous avez vu dans Status. On peut aussi dire, par exemple, bah, t'enlèves cette règle-là. Vous voyez, moi, tout à l'heure, j'ai mis un holo SSH. Je fais ça, et puis là, maintenant, si je fais un... Hop, je n'ai plus la règle que j'avais mis pour SSH, y compris pour IPv6, hein, pour les deux. Il ne reste que plus que la règle pour HTTP et HTTPS. Donc on peut soit préciser après le delete une règle qu'on a éventuellement appliquée, qu'on a ajoutée, d'accord? Ça serait l'équivalent de iptables-a majuscule, hein, pour ceux qui font avec iptables. Mais ici on peut, voilà, soit on met le numéro si on passe par les numéros, si vous préférez cette syntaxe-là. Sinon, bah, vous savez que vous avez un jour fait cette règle-là, que vous l'avez ajoutée à votre pare-feu, et on peut la retirer en réécrivant, voilà, pour dire tu deletes cette règle que j'ai déjà ajoutée, et il va bien sûr la retirer sans problème. Voilà, pour ceux éventuellement qui font un peu de routage, très simplement, on peut également en faire un petit FW, et vous pouvez faire, alors c'est pareil, c'est des cas assez spécifiques, pour faire de la redirection. Moi de toute façon vous avez vu que la redirection n'était pas forcément activée, donc on peut voir tout ça. Mais en gros on va dire route, donc c'est pour la redirection, in, on, et ici vous mettez bah, finalement la machine A, hein, d'accord, le point A, et vous précisez vers le point B. Simplement, bah, encore une fois, pour autoriser la redirection, par exemple, de ce qui, par exemple, on cherche à entrer en communication avec la machine A, et on autorise la retransmission et la redirection vers B. D'accord? Donc le pare-feu peut également gérer ça. Hein. Encore une fois, je vous ai dit que le pare-feu, il servait à analyser et filtrer toutes les communications, tous les types de transmission. Donc il gère à la fois ce qui est entrant, ce qui est sortant, et ce qui est en fait de la redirection. Alors, je ne l'ai pas encore trop spécifié parce qu'encore une fois, ce genre d'outil en surcouche UFW est fait pour simplifier les choses, mais sachez qu'on parle de table. C'est-à-dire que NetFilter, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est un framework qui possède pas mal d'outils différents, et notamment ici un ensemble de tables. On a une table qui s'appelle Filter, qui contient justement bah, toutes les règles que l'on va avoir en entrée, donc c'est généralement ce qu'on appelle le input. On a les règles en sortie, c'est le output, et on a les règles de redirection, c'est le forward. Et après, dans ces différentes chaînes, parce que ce sont des chaînes en fait, hein, la chaîne input, la chaîne output, la chaîne forward, on peut appliquer un ensemble de règles pour chacun. Voilà. Donc vous voyez, on a des tables, dans chacune des tables on a des chaînes, et dans les chaînes on applique des règles. Donc c'est assez conséquent. Hein. Si vous allez vous documenter un petit peu sur les outils comme NetFilter, tout ça, vous allez voir que c'est pas un petit outil, hein, c'est vraiment un framework, parce que c'est un ensemble d'outils différents, et il y a énormément de choses qu'on peut gérer. On peut gérer le NAT, on peut gérer tout un tas d'autres outils via d'autres tables, mais moi je vous ai montré ce qui semblait le plus évident et le plus essentiel à voir. Bien sûr, encore une fois, si vous êtes une entreprise avec un usage très très précis à avoir, il faudra de toute façon vous orienter vers des configurations beaucoup plus strictes, très certainement, voire même peut-être vers du pare-feu matériel si vous avez une infrastructure assez conséquente, dans tous les cas. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a pas mal de choses que je voudrais pas trop vous perdre non plus, il y a pas mal de commandes. Alors ça c'est le genre de vidéo idéal, encore une fois, vous pouvez prendre plein de notes. C'est-à-dire que je vous ai montré pas mal de commandes, pas forcément toutes dans l'ordre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Il y a des commandes pour ajouter, supprimer, gérer par plage de port, gérer par adresse IP. Donc j'espère que vous avez pris des notes. Si c'est pas fait, bah, pensez à le faire, hein. C'est très simple, voilà, vous faites un petit memento, même sur votre PC, sur un cahier, sur un classeur, sur ce que vous voulez. Vous notez comme ça toutes les petites commandes à retenir, et le jour où vous avez besoin de configurer votre pare-feu, vous avez tout qui est accessible rapidement, c'est très très simple. C'est vraiment très simple. Encore une fois, si vous avez fait du iptables, vous aurez constaté la différence d'utilisation. Et si vous n'en avez jamais fait, bah, n'hésitez pas à regarder un peu comment on fait ce genre de configuration de pare-feu avec l'outil iptables. Vous allez voir, c'est quand même un autre délire. Ça ne veut pas dire non plus que c'est infaisable, mais en comparaison, UFW comme surcouche rend les choses beaucoup plus simples qu'avec iptables. Voilà, il y a moins de répétitions, il y a moins de syntaxe à écrire, c'est beaucoup plus simple. Voilà, alors moi je vais rajouter, bon ça j'utilise pas, oui je suis en machine virtuelle donc je m'en fiche en fait de SSH. Donc je vais laisser cette configuration, je vais vérifier quand même que j'avais tout ça. Voilà, bah je vais laisser ça tel quel. Hop, je peux laisser ça pour la machine virtuelle, comme ça, bah vous voyez ce sera fait, j'aurai un pare-feu de configuré sur ce système là, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Alors on va rebasculer sur la bonne scène. J'espère en tout cas que c'était suffisamment explicite, que je vous ai donné un maximum d'informations. Encore une fois, je ne pouvais pas parler de tout. Au début, je pensais vous faire une petite partie sur iptables et ensuite parler de UFW, mais ça allait faire une vidéo forcément très très grande. Je vois que là, ça fait 34 minutes d'enregistrement pour juste parler du UFW en essayant... Voilà, j'ai essayé de pas trop traîner non plus sur chaque exemple. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faudra que vous testiez de votre côté sur vos configurations pour voir.
J'insiste, même si je l'aurais dit 3, 4, 5 fois et que je sais qu'il y a des gens qui vont se planter, que je vais avoir des messages en commentaire ou en privé pour me dire mince, je sais pas quoi faire, j'ai plus accès à internet. Attention, avant d'activer votre pare-feu, vérifiez que vous autorisez au moins connexion HTTP, HTTPS. Et si la machine que vous configurez est une machine à distance, que ce n'est pas votre ordinateur, n'oubliez pas d'autoriser également SSH. Sinon, vous allez, dès que vous allez vouloir vous reconnecter, vous allez tout simplement perdre la connexion. Ce sera un petit peu dommage. Et bien sûr, si vous utilisez certains outils en local, localhost, du MySQL, des serveurs comme ça en local, que vous faites du développement web, eh bien il faudra sûrement au cas par cas autoriser certaines choses. Après vous avez vu qu'en sortie, encore une fois, on avait par défaut tout autorisé. Mais si vous avez besoin d'autoriser certains protocoles bien précis en entrée, vous aurez peut-être une configuration de votre pare-feu un peu différente de l'autre majorité de gens qui eux veulent juste un accès à internet, éventuellement accès à SSH pour la connexion à distance, et ça fera le travail comme il faut. Donc n'hésitez pas, c'est pas forcément activé par défaut sur Linux. Maintenant je pense que vous comprenez qu'un pare-feu est utile, même encore en 2020, il n'y a aucun problème avec ça, et ce sera encore utile pendant des dizaines, des centaines d'années de toute façon. C'est pas le genre d'outil dont on peut se passer aujourd'hui, même s'il y a des règles de sécurité pas mal appliquées déjà sur GNU Linux. Si on peut appliquer ça en plus sur son système, c'est pas plus mal. Sur Windows, c'est quelque chose qu'on a par défaut, un pare-feu, et qui limite pas mal. Et de toute façon, pour ceux qui voient le cours, Windows, c'est également quelque chose que nous voyons, la configuration de pare-feu. Ce n'est pas fait au moment où j'ai fait cette vidéo, mais c'est quelque chose qui est prévu de toute façon sur le cours Windows également, parce que c'est très important. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, moindre problème bien sûr, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis de gens qui ont pu accès à Internet. De toute façon, c'est le cas, vous ne pourrez plus trop laisser de commentaires sur la vidéo. Mais si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette configuration de votre pare-feu, n'hésitez pas. Et je vous invite à utiliser d'autres outils, FireWall D, NFTables, de voir un peu comment ça fonctionne, pour comparer un peu. Peut-être que vous trouverez un outil plus simple pour vous que d'autres. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur outil, c'est en fonction de votre usage à vous, de vos préférences. Donc n'hésitez pas à être curieux un petit peu de différents outils et de voir un petit peu ce qui vous plaît le plus. A bientôt tout le monde pour la suite de ce cours Linux. On attaque un nouveau chapitre, le dernier du cours avant de terminer, qui sera de la programmation de script. On y arrive et vous allez voir qu'il y a pas mal de vidéos quand même encore à aborder ensemble. Ciao!